Le léger écho d'une voix d'enfant résonne dans le couloir silencieux, tremblante de peur. « S'il vous plaît, je serai sage. Ne me verrouillez pas à nouveau. » Ces mots, murmurés par un jeune garçon nommé Lucas, révèlent une réalité déchirante qu'aucune famille ne devrait jamais affronter. Ils deviennent sa supplique quotidienne, le cri désespéré d'un enfant piégé dans une situation inimaginable. Lucas, un garçon de 10 ans aux yeux vifs et souffrant d'un trouble de l'apprentissage, se tient devant la porte de la classe, ses doigts serrant fermement les sangles de son sac à dos. Son cœur s'emballe alors qu'il observe les décorations joyeuses ornant les murs. Malgré son imagination vive et son esprit rapide, Lucas redoute une autre journée à l'école. L'environnement traditionnel de la classe représente pour lui un défi constant, et le poids de ses difficultés se reflète dans ses épaules affaissées. Lorsqu'il pousse la lourde porte, l'anxiété l'envahit. Le bruit des conversations et des feuilles qui se froissent lui rend la concentration difficile. Lucas glisse sur sa chaise, essayant de se faire aussi petit que possible. Il sort son manuel, mais les mots sur la page se brouillent sous ses yeux. Le professeur commence la leçon, et l'esprit de Lucas vagabonde, pris entre l'envie de comprendre et la peur de ne pas y arriver une fois de plus. Pour des élèves comme Lucas, les défis liés aux troubles de l'apprentissage sont souvent invisibles aux yeux des autres. Des tâches simples comme lire à voix haute ou résoudre un problème au tableau deviennent des efforts monumentaux. Lucas observe ses camarades accomplir facilement des devoirs qui le laissent, lui, perdu et accablé, érodant peu à peu son estime de soi. Au fur et à mesure que la leçon avance, la confusion de Lucas s'intensifie. Les mots du professeur se mélangent dans son esprit. Il regarde autour de lui, notant les expressions concentrées de ses camarades. Le nœud dans son estomac se resserre à mesure qu'il réalise qu'il est, encore une fois, à la traîne. Rassemblant son courage, Lucas lève lentement la main. Le regard du professeur se pose sur lui, et pendant un instant, une lueur d'espoir naît en lui. Peut-être que cette fois, elle comprendra et prendra le temps d'expliquer les choses d'une manière qu'il peut saisir. « Oui, Lucas ?» La voix du professeur trahit une pointe d'exaspération. « Je ne comprends pas » balbutie Lucas timidement. « Pourriez-vous l'expliquer à nouveau, s'il vous plaît ?» Le professeur soupire, sa frustration palpable. « Lucas, j'ai déjà expliqué cela 2 fois. Tu dois faire attention. Nous ne pouvons pas retarder toute la classe parce que tu refuses de te concentrer. » Ces mots durs frappent Lucas de plein fouet. Il s'affaisse sur sa chaise, ses joues brûlant de honte alors qu'il sent les regards de ses camarades posés sur lui. À cet instant, il se sent incompris et seul dans un monde qui semble déterminé à le laisser derrière. Lorsque la dernière sonnerie retentit, Lucas rassemble lentement ses affaires. Le poids des épreuves de la journée pèse sur lui alors qu'il sort de la classe à pas lourd. Sa grande sœur, Mia, remarque son comportement abattu lorsqu'il monte dans la voiture. L'inquiétude se lit sur son visage en voyant que l'étincelle qui illuminait autrefois ses yeux à l'évocation de l'école s'est éteinte, remplacée par une lassitude qu'aucun enfant ne devrait porter. Le cœur de Mia se serre en observant Lucas au petit déjeuner le lendemain matin. Les cernes sous ses yeux et son attitude apathique sont impossibles à ignorer. Le garçon bavard et enthousiaste, qui racontait autrefois avec passion ses aventures scolaires, semble avoir disparu. Il est maintenant assis, voûté au-dessus de son bol de céréales, mangeant mécaniquement. « Alors, mon grand, bien dormi ?» demande Mia, essayant de conserver un ton léger. Lucas marmonne un « oui », mais son regard fuyant ne fait qu'amplifier son inquiétude. Tandis qu'il pousse distraitement ses céréales, Mia réfléchit au changement subtil qu'elle a remarqué. L'étincelle dans ses yeux lorsqu'il parlait de ses matières préférées s'est éteinte, et ses réponses sur l'école sont devenues de plus en plus vagues, souvent suivies de silences gênants. « Il se passe quelque chose d'intéressant en classe aujourd'hui ?» questionne-t-elle doucement. Le départ brusque de Lucas, prétextant qu'il doit partir, fait frissonner Mia. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, elle se retrouve devant la porte de la chambre de Lucas. Sa voix étouffée s'échappe, chargée de peur. « S'il te plaît, ne m'enferme pas encore. Je serai sage, je te promets. » Le sang de Mia se glace alors que les pièces d'un puzzle terrifiant s'assemblent. Quel cauchemar son frère endure-t-il à l'école? Qui a pu instiller une telle peur dans un enfant qui aimait autrefois apprendre? Une détermination inflexible s'empare d'elle. Elle découvrira la vérité, coûte que coûte. Lucas a besoin d'elle, même s'il ne peut pas demander de l'aide. Le lendemain matin, Mia regarde Lucas traîner des pieds en direction de l'école, ses pas autrefois sautillants devenus lents et hésitants. Lorsqu'il disparaît au coin de la rue, une farouche volonté de protection s'empare d'elle. Elle se détourne de la fenêtre, la décision prise. Aujourd'hui, elle commencera son enquête. Elle sera la voix de Lucas, son défenseur, et ne se reposera pas tant qu'elle n'aura pas exposé l'obscurité qui hante cette école. Mia est résolue à faire éclater la vérité et à s'assurer que Lucas, ainsi que tous les enfants souffrants, puissent enfin se sentir en sécurité et soutenus. Pendant ce temps, Miss Harper est assise à son bureau, entourée d'une montagne de copies non corrigées. Le silence de la classe vide semble se moquer de son incapacité à suivre le rythme.
Enseigner depuis plus de 10 ans ne l'a jamais autant submergé qu'aujourd'hui. Son regard se porte sur l'horloge, dont le tic-tac régulier lui rappelle à quel point il reste peu de temps avant les cours du lendemain. La diversité des besoins de ses élèves pèse lourdement sur sa conscience. Émilie a besoin d'encouragement constant pour participer. Jamal, brillant mais souvent perturbateur, demande une attention particulière. Et puis il y a Lucas. La mâchoire de Miss Harper se crispe involontairement à la pensée de Lucas. Elle sait qu'il souffre d'un trouble de l'apprentissage et qu'il nécessite une attention supplémentaire. Mais avec 30 autres élèves sollicitant son temps, elle se sent de plus en plus frustrée par ses difficultés. Ses pensées s'accompagnent d'un sentiment de culpabilité, amplifiant son stress. Elle ferme les yeux, tentant de se rappeler la passion qui l'avait poussée à devenir enseignante, l'envie de faire la différence, de façonner de jeunes esprits et d'inspirer un amour pour l'apprentissage. Tout cela lui semble désormais lointain, enfoui sous des attentes impossibles. Le spectre du burn-out plane, ses effets s'infiltrant dans ses interactions avec les élèves. Alors qu'elle commence à corriger les copies, son stylo rouge traçant des lignes sur des mots mal orthographiés, l'esprit de Miss Harper vagabonde vers le lendemain. Elle imagine déjà Lucas, le front plissé, luttant face à un nouvel exercice. Cette pensée lui provoque une vague d'épuisement anticipé. Le lendemain matin arrive trop vite. Mademoiselle Harper se tient devant la classe, expliquant l'exercice d'écriture du jour. Son regard se pose sur Lucas, déjà agité sur sa chaise, son crayon tapotant un rythme erratique sur son bureau. Tandis que les autres élèves commencent à écrire, la main de Lucas reste levée, ses yeux implorant de l'aide. Mademoiselle Harper sent sa patience s'amincir dangereusement. Elle a expliqué l'exercice 2 fois, et le reste de la classe fait des progrès réguliers. La pression de maintenir tout le monde sur la bonne voie tout en s'occupant des besoins de Lucas pèse sur ses épaules comme un fardeau physique. À cet instant, quelque chose en elle craque. La frustration, l'épuisement, le sentiment d'être tirée dans 1000 directions différentes. Tout cela se concentre en une décision impulsive. Elle s'avance vers le bureau de Lucas, son cœur battant à toute allure, mêlant colère et honte. La classe se tait alors qu'elle s'approche, les autres élèves sentant la tension dans l'air. Lucas la regarde, les yeux écarquillés, un mélange d'espoir et de peur. « Lucas, dit mademoiselle Harper, la voix serrée de frustration, pourquoi n'as-tu pas commencé à écrire ?» Les yeux de Lucas balaient la pièce, incapable de soutenir le regard de sa professeure. Je ne comprends pas, balbutie-t-il, la voix à peine audible. Mademoiselle Harper lance une nouvelle explication, ses mots devenant de plus en plus rapides et forts à chaque instant. Le front de Lucas se fronce, mais l'information semble lui échapper, comme de l'eau passant entre des mains en coupe. Pour les élèves ayant des troubles d'apprentissage, traiter et retenir l'information peut être un défi monumental. Leur cerveau fonctionne différemment, nécessitant souvent des méthodes d'enseignement alternatives et plus de temps pour saisir les concepts. Mais à mesure que la pression dans la classe monte, il devient évident que mademoiselle Harper n'est pas équipée pour fournir le soutien dont Lucas a désespérément besoin. La voix de mademoiselle Harper monte progressivement, ses mots devenant plus tranchants. « Combien de fois dois-je expliquer ça, Lucas ? Tout le monde comprend. Pourquoi ne peux-tu pas simplement prêter attention ?» Lucas se recroqueville sur sa chaise, les larmes montant à ses yeux. Il n'a qu'une envie, disparaître, fuir le poids suffocant de la déception de sa professeure et des regards de ses camarades. Soudain, la main de mademoiselle Harper jaillit, saisissant le bras de Lucas avec une force surprenante. « Ça suffit, siffletait-elle, le tirant sur ses pieds. Si tu n'arrives pas à te concentrer ici, peut-être qu'un peu de temps seul t'aidera à te concentrer ?» Un souffle collectif traverse la classe tandis que mademoiselle Harper entraîne Lucas vers le placard à fournitures au fond de la pièce. Sans un mot, elle pousse Lucas à l'intérieur et claque la porte derrière lui. Le bruit du verrou qui s'enclenche résonne dans le silence stupéfait de la classe. Alors que mademoiselle Harper revient devant la classe, le visage rougi et les mains légèrement tremblantes, la gravité de ses actes commence à s'enfoncer en elle. Ce qui avait commencé comme un simple exercice d'écriture s'est transformé en une scène choquante d'abus, laissant un enfant vulnérable piégé dans l'obscurité et une classe entière se débattant avec la réalité brutale de l'injustice qui se joue sous leurs yeux. Le bruit du verrou résonne dans les oreilles de Lucas tandis que l'obscurité l'enveloppe. L'air du placard à fourniture est lourd de l'odeur des produits de nettoyage. Le cœur de Lucas bat à toute vitesse, sa respiration rapide et superficielle alors qu'il presse son dos contre le mur de béton froid. Des souvenirs d'incidents passés affluents, chacun étant un rappel douloureux de son isolement. Le placard semble rétrécir autour de lui, son esprit tournant dans la peur. Les voix étouffées de ses camarades filtrent à travers la porte, leur rire en contraste frappant avec sa prison silencieuse. Les sens de Lucas se aiguisent dans l'obscurité. Il goûte la poussière dans l'air, qui recouvre sa langue. Ses doigts frôlent des étagères en bois rugueuses, chargées de manuels et de fournitures qui semblent se moquer de son calvaire. Le temps s'étire indéfiniment, chaque minute semblant durer 1 heure. Lucas tend l'oreille, désespéré d'entendre des pas qui s'approchent ou le cliquetis des clés annonçant sa libération.
Mais personne ne vient. Le silence du placard n'est interrompu que par le bruit occasionnel de l'édifice qui se déplace et les sons lointains de la vie scolaire qui continue sans lui. Les jambes de Lucas le font souffrir de rester debout, mais il n'ose pas s'asseoir sur le sol sale. Il déplace son poids, essayant de soulager l'inconfort. Au fur et à mesure que le temps passe, la peur de Lucas cède la place à un profond sentiment d'abandon. Est-ce que tout le monde l'a oublié? Sa gorge se serre alors qu'il lutte pour retenir ses larmes, déterminé à ne pas pleurer même en solitaire. Il tente de compter les minutes mais perd vite le fil. L'obscurité joue des tours à ses yeux, des ombres bougeant dans les coins de sa vision. Lucas ferme les yeux puis les ouvre à nouveau, ne trouvant aucune différence dans l'encre noire de la pièce. Le son strident de la cloche finale perce l'air. Le cœur de Lucas bondit d'espoir, puis sombre aussi vite. Il presse son oreille contre la porte, écoutant attentivement tout signe que mademoiselle Harper se souvienne de sa présence. Mais à mesure que les bruits de la classe s'estompent, remplacés par les échos lointains de casiers qui claquent et des pas qui s'éloignent, une froide réalité s'installe en lui. Il a été oublié. Dans le silence oppressant qui suit, Lucas glisse le long du mur, serrant ses genoux contre sa poitrine. L'obscurité semble s'infiltrer de tous côtés, un poids physique sur ses petites épaules. Une seule larme roule sur sa joue, la première de nombreuses autres à venir dans les longues heures à venir. Bien que le silence de Lucas à table en dise long, les yeux de Mia vont de l'assiette intacte de son frère à son regard vide. Le poids des mots non dits pèse lourd dans l'air, enveloppant la famille dans un voile d'inquiétude. Leur père tousse, échangeant un regard inquiet avec sa femme. « Fils, nous avons reçu un email de ta professeure aujourd'hui. Tes notes baissent, et elle a mentionné quelques problèmes de comportement. » Il marque une pause, attendant une réaction. Mais Lucas reste immobile comme une statue. Le cœur de Mia bat la chamade tandis qu'elle voit son frère se replier sur lui-même. Elle sait qu'elle doit parler. « Maman, papa » commence Mia, sa voix à peine un murmure. « Je pense qu'il se passe quelque chose de plus ici que de simples notes. » Elle hésite, pesant ses mots avec soin. Lucas fait des cauchemars. Je l'ai entendu parler dans son sommeil, suppliant quelqu'un de ne pas le refermer à nouveau. Le silence qui suit est assourdissant. La tête de Lucas se relève brusquement, ses yeux écarquillés, un mélange de peur et de trahison. Avant que quiconque puisse réagir, il pousse brusquement sa chaise en arrière et fuit la pièce, laissant sa famille le regarder dans un silence stupéfait. Alors que le choc du départ de Lucas se dissipe, ses parents se tournent vers Mia, leur visage marqué par l'inquiétude et la confusion. « Mia, qu'est-ce que tu penses qu'il se passe exactement ?» demande sa mère, sa voix légèrement tremblante. Mia prend une grande inspiration, se préparant pour la conversation à venir. « Je ne suis pas entièrement sûre, mais j'ai mes soupçons. Il y a quelque chose qui ne va pas avec sa professeure, mademoiselle Harper. » La façon dont Lucas parle d'elle ou plutôt, ne parle pas d'elle, c'est comme s'il en avait peur. Le front de son père se fronce, sa mâchoire se serrant tandis qu'il digère cette information. « Nous devons comprendre ce qui se passe, dit-il fermement. Demain matin, j'appelle l'école pour fixer une réunion avec le directeur. » Alors que ses parents discutent de leur plan d'action, l'esprit de Mia s'emballe. Elle sait qu'une réunion formelle ne révélera peut-être pas toute la vérité. Peu importe ce qui arrive à Lucas, il est clair qu'il se sent trop honteux ou effrayé pour parler. Elle doit trouver un autre moyen de découvrir ce qui se passe réellement dans cette classe. Bien plus tard dans la nuit, Mia reste éveillée dans son lit, la lumière de la lune projetant de longues ombres à travers sa chambre. Les bruits étouffés de la conversation inquiète de ses parents montent du rez-de-chaussée, ponctués par les grincements occasionnels de Lucas qui se tourne et se retourne dans son sommeil. Alors qu'elle fixe le plafond, un plan commence à se former dans son esprit. Si Lucas ne peut pas parler pour lui-même, elle devra devenir sa voix. Mia est déterminée à exposer la vérité et à protéger son petit frère du monstre invisible qui hante ses journées à l'école. Alors que les premières lueurs de l'aube filtrent à travers sa fenêtre, la détermination de Mia se transforme en action. Elle tient un petit microphone dans ses mains tremblantes, son esprit courant à toute vitesse avec des possibilités et des conséquences. Le souvenir des yeux hantés de Lucas et de ses supplications murmurées dans son sommeil renforce sa résolution. Mia fixe soigneusement l'appareil minuscule à l'intérieur du sac à dos de Lucas, ses doigts maladroits avec les fils délicats. Elle a passé des heures à rechercher des techniques d'enregistrement discrètes, regardant des vidéos tutoriels avec le volume bas pour éviter d'être détectée. Pendant qu'elle travaille, Mia ne peut pas se débarrasser du doute persistant au fond de son estomac. Mais elle le met de côté. Si c'est ce qu'il faut pour protéger son petit frère, elle affrontera ce qui viendra. Avec le microphone solidement en place, Mia ferme le sac à dos et le porte à l'étage. Lucas est assis à la table de la cuisine, poussant sans enthousiasme les céréales dans son bol. Le cœur de Mia se serre à la vue de son frère, autrefois si vibrant, réduit à une coquille de lui-même. Elle dépose le sac à dos à côté de lui, forçant un sourire qu'elle ne ressent pas. « Prêt pour l'école, mon grand ?» demande-t-elle, sa voix anormalement joyeuse. Lucas hoche la tête sans lever les yeux,
enfilant le sac à dos sur son épaule. Alors qu'il s'éloigne de la porte, l'estomac de Mia se tord dans un mélange d'espoir et de peur. Elle le regarde depuis la fenêtre, le voyant s'éloigner dans la rue, sa petite silhouette devenant lointaine. Ses doigts tapotent nerveusement sur le rebord de la fenêtre, comptant les heures jusqu'à ce qu'elle ait des réponses. Lorsque Lucas rentre enfin à la maison, Mia doit résister à l'envie de saisir immédiatement le sac à dos. Elle attend qu'il se retire dans sa chambre avant de récupérer l'appareil. Les mains tremblantes, la gorge nouée, elle branche ses écouteurs et appuie sur lecture. Ce soir-là, alors que le reste de la famille poursuit ses routines habituelles, Mia est seule dans sa chambre, le cœur battant. Le curseur flotte au-dessus du fichier audio, une journée entière de la vie scolaire de Lucas capturée sous forme numérique. Quelles que soient les vérités qui se cachent dans ces enregistrements, Mia sait que son monde est sur le point de changer. D'un profond soupir, elle clique sur lecture, se préparant à ce qu'elle va entendre. Les premiers sons qui filtrent dans ses écouteurs sont banals, le bruit de papier qui se froisse, le grincement des chaises sur le linoléum. Puis vient la voix de Madame Harper, tranchante et acérée d'une manière que Mia n'a jamais entendue auparavant. « Lucas, combien de fois dois-je te l'expliquer? Est-ce que tu essaies même d'écouter ?» Les mots de l'enseignante sont remplis de mépris, chaque syllabe une gifle verbale sur le visage de Lucas. L'estomac de Mia se tord alors qu'elle écoute la réponse timide de son frère, à peine audible au-dessus du bruit de fond de la classe. À mesure que l'enregistrement progresse, l'étendue du comportement abusif de Madame Harper se dévoile. Il y a des moments de moquerie ouverte, suivis de longues périodes où Lucas est clairement isolé des autres élèves, laissé à lutter seul tandis que Madame Harper se concentre sur les élèves qui veulent vraiment apprendre. Un échange particulièrement brutal fait se bloquer la respiration de Mia. « Tu perturbes toute la classe avec ta stupidité, Lucas », siffle Madame Harper, sa voix basse et menaçante. « Si tu ne sais pas te comporter comme un élève normal, peut-être que tu as besoin de temps seul pour réfléchir à tes actions. » Le grincement inquiétant d'une porte qui s'ouvre suit, et Mia comprend avec horreur que c'était probablement le moment où Lucas a été enfermé dans le placard à fournitures. Alors qu'elle écoute les bruits étouffés de la respiration effrayée de son frère depuis sa prison de fortune, le doigt de Mia hésite au-dessus du bouton d'arrêt. Mais elle se force à continuer d'écouter, sachant que chaque seconde de cet enregistrement est une preuve potentielle contre Madame Harper. Les effets à long terme d'un tel abus verbal sur les enfants ayant des troubles d'apprentissage traversent l'esprit de Mia, baisse de l'estime de soi, anxiété, dépression. Toutes des conséquences potentielles du traitement cruel que subit Lucas. Elle pense à son récent retrait, à ses cauchemars, à sa réticence à aller à l'école. Tout prend maintenant un sens effrayant. Alors que la journée scolaire capturée dans l'enregistrement touche à sa fin, Mia se retrouve avec une montagne de preuves accablantes. De multiples instances d'isolement, de moquerie et de négligence sont désormais préservées sous forme numérique. La véritable nature de Madame Harper a été mise à nu, révélant un schéma de comportement abusif qui va bien au-delà de la simple rigueur ou frustration. Mia enlève ses écouteurs, ses oreilles résonnant dans le silence soudain de sa chambre. Le poids de ce qu'elle vient d'entendre s'abat sur elle comme une couverture lourde. Les larmes piquent les coins de ses yeux, un mélange de tristesse pour la souffrance de son frère et de colère pour l'injustice qu'il a endurée. Mais à mesure que le choc initial commence à s'estomper, une nouvelle émotion prend le dessus, la détermination. La mâchoire de Mia se serre dans une ligne dure tandis qu'elle commence à formuler un plan d'action. Cet abus ne continuera pas un jour de plus. Elle sera la voix de Lucas, sa protectrice, et le jour du jugement de Madame Harper est sur le point d'arriver. Mia marche dans l'école, le poids des preuves lourd dans ses mains. Alors que la réunion commence dans le bureau du principal Thompson, la tension emplit l'air. Les parents de Mia sont assis à ses côtés, face à l'administrateur expérimenté dont les rides profondes témoignent des années passées à naviguer dans la politique scolaire. Le cœur de Mia bat la chamade alors qu'elle pose son téléphone sur le bureau. Le principal Thompson commence d'une voix mesurée. « Nous prenons toutes les allégations au sérieux, mais nous avons des protocoles pour protéger toutes les personnes impliquées. » La mère de Mia se penche en avant, ses yeux enflammés. Ce que vous allez entendre va au-delà d'une simple faute professionnelle. Alors que l'enregistrement se fait entendre, l'expression du principal Thompson passe du scepticisme au choc. Le ton acéré et moqueur de Mademoiselle Harper envahit la pièce, ponctué des reniflements discrets de Lucas et du grincement de la porte du placard à fournitures. Lorsque l'enregistrement se termine, le père de Mia brise le silence. C'est clairement de l'abus. Quelles actions immédiates allez-vous entreprendre pour protéger notre fils et les autres? Le principal Thompson soupire, les doigts joints. Je comprends votre inquiétude, mais nous devons suivre les procédures. Mademoiselle Harper a droit à une procédure régulière, et nous avons besoin d'une enquête approfondie. Mia sent la frustration monter. Mais vous avez entendu l'enregistrement. Comment peut-elle continuer à enseigner après ça? Sa mère lui touche doucement le bras avant de demander. Que comporte cette enquête? Combien de temps cela prendra-t-il? Le principal Thompson expose le processus, entretien, révision des plaintes passées,
consultation avec le conseil scolaire et l'équipe juridique. Chaque étape semble être un nouveau retard, risquant de mettre les élèves en danger. La réunion atteint un point mort, la famille de Mia poussant pour une action immédiate, tandis que le principal Thompson insiste sur les protocoles. L'horloge fait un bruit fort, marquant chaque moment où Lucas reste sous la garde de mademoiselle Harper. Finalement, le principal Thompson propose un compromis. Nous allons accélérer l'enquête autant que possible et organiser des observations supplémentaires dans la classe de mademoiselle Harper. En quittant le bureau, Mia ne peut se défaire du sentiment qu'ils ont atteint un mur de paperasse. La réponse de l'école, pleine de scepticisme et de retard, la laisse amère. En jetant un regard à ses parents, elle voit sa propre frustration reflétée dans leur visage. En marchant dans les couloirs, Mia réalise que des mesures plus drastiques pourraient être nécessaires. Le système censé protéger les élèves semble insuffisant. Alors qu'ils sortent à la lumière du jour, son esprit s'emballe d'idées. Si l'école ne réagit pas rapidement, elle trouvera un autre moyen de s'assurer que leur voix soit entendue. Mia est assise devant son ordinateur, les doigts suspendus au-dessus du clavier alors qu'elle contemple la gravité de ce qu'elle s'apprête à faire. L'audio brut de la journée scolaire de Lucas la hante depuis qu'elle l'a entendu pour la première fois. Maintenant, transformé en une narration vidéo percutante, il est prêt à être partagé avec le monde. Elle a passé des heures à éditer les images, sélectionnant avec soin les moments les plus accablants de la cruauté de mademoiselle Harper. Le ton tranchant et moqueur de l'enseignante résonne sur un montage de vidéos montrant des salles de classe vides et des enfants isolés. Une musique douce et mélancolique souligne les reniflements discrets de Lucas, créant un impact émotionnel viscéral que Mia espère voir toucher les spectateurs. Alors qu'elle se prépare à cliquer sur le bouton de téléchargement, l'esprit de Mia s'emballe face aux conséquences potentielles de ses actions. Cela aidera-t-il Lucas, ou cela ne fera-t-il qu'attirer davantage d'attention indésirable et de stress sur leur famille? Pourrait-elle faire face à des répercussions juridiques pour avoir enregistré sans consentement? Le poids de ces questions pèse sur elle, la paume moite alors qu'elle est suspendue au-dessus de la souris. Avec une détermination mêlée d'appréhension, Mia clique sur télécharger. Alors que la barre de progression se remplit lentement, elle ressent un sentiment de finalité l'envahir. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. La première heure après avoir posté la vidéo est terriblement silencieuse. Mia actualise obsessivement la page, observant le nombre de vues augmenter lentement, 10 vues, 20, 50. Elle commence à se demander si ses efforts seront vains, noyée dans la mer immense de contenu téléchargé chaque minute. Mais alors, quelque chose change. Le nombre de vues commence à grimper à une vitesse alarmante. Des centaines deviennent des milliers, puis des dizaines de milliers. Les commentaires affluent, exprimant choc, indignation et appel à l'action. Le téléphone de Mia vibre sans cesse avec des notifications alors que la vidéo est partagée sur plusieurs plateformes. La vidéo a touché une corde sensible, résonnant avec quiconque s'est déjà senti impuissant face à l'autorité. Elle expose la réalité laide de la façon dont certains éducateurs traitent les enfants ayant des troubles d'apprentissage. La preuve brute et non filtrée de la cruauté d'un enseignant envers un élève vulnérable suscite une réaction publique intense. Alors que la vidéo continue de prendre de l'ampleur, Mia voit les médias reprendre l'histoire. Les responsables locaux de l'éducation publient des déclarations promettant des enquêtes. Des groupes de parents organisent des manifestations devant le bureau du district scolaire. Le hashtag Justice pour Lucas devient viral sur les réseaux sociaux. Le cœur de Mia s'accélère lorsqu'elle voit un nom familier apparaître sur son écran, un message du principal de l'école. D'un doigt tremblant, elle l'ouvre, se préparant aux conséquences à venir. La vidéo a déclenché une tempête, et maintenant, Mia et sa famille se trouvent au centre d'un incendie médiatique qui menace de les engloutir tous. Les lumières bleues vacillantes des camionnettes de reportage projettent des ombres inquiétantes sur les murs de la chambre de Mia. Elle avait voulu obtenir justice pour Lucas, mais pas comme ça. Alors que les journalistes hurlent des questions à travers la fente de la boîte aux lettres, Mia se demande si elle n'a pas fait la plus grande erreur de sa vie. L'histoire des abus subis par Lucas se répand rapidement dans les médias. Les chaînes d'information locales et nationales l'intègrent dans un débat plus large sur les droits des personnes handicapées et la réforme éducative. À l'intérieur de leur maison, la famille de Lucas se serre les uns contre les autres, accablés par l'invasion soudaine de leur vie privée. Lucas se retire encore plus dans sa coquille, passant des heures recroquevillé dans sa chambre, les mains serrées contre ses oreilles. La réaction publique oscille violemment entre des extrêmes. Les réseaux sociaux explosent avec des demandes de justice et des appels à la révocation de mademoiselle Harper. Des contre-narratives émergent également, certains mettant en doute l'authenticité de l'enregistrement ou défendant les actions de l'enseignante. Mia fait défiler les commentaires, son estomac se tordant devant la violence des propos des deux côtés. Elle avait voulu exposer la vérité, mais maintenant, elle a l'impression d'avoir libéré un monstre qu'elle ne peut pas contrôler. Le poids de la responsabilité pèse sur ses épaules, rendant sa respiration difficile. Alors que la frénésie médiatique prend de l'ampleur,
Des experts commencent à se prononcer sur les implications plus larges de l'affaire. Des psychologues de l'éducation discutent des impacts à long terme des abus verbaux sur les élèves ayant des troubles d'apprentissage. Des analystes politiques débattent de l'efficacité des protections actuelles pour les élèves vulnérables. Juste au moment où la pression devient insupportable, un rayon d'espoir apparaît. Une organisation de défense des droits des personnes handicapées contacte la famille, offrant un soutien juridique et une représentation. Leur avocate principale, une femme au regard de détermination féroce, leur assure qu'ils ne seront pas seuls face à cela. « Ce que vous avez fait est incroyablement courageux », lui dit-elle à Mia lors de leur première rencontre. « Maintenant, laissez-nous vous aider à canaliser cette attention vers un véritable changement durable. » Alors que Mia écoute l'avocate exposer leur stratégie, une lueur d'espoir renaît dans sa poitrine. Peut-être que quelque chose de bon peut surgir de ce chaos après tout. Le moment de répit de la famille est de courte durée. Lorsque la nuit tombe, le père de Mia reçoit un appel qui pâlit son visage. Le conseil scolaire a convoqué une réunion d'urgence pour examiner la situation. Demain, ils décideront du sort de Lucas et potentiellement de l'avenir de l'ensemble du district scolaire. Mia reste éveillée cette nuit-là. La lueur des camionnettes de reportage dehors un rappel constant de la tempête qu'ils ont déclenchée. Demain apportera de nouveaux défis, de nouvelles batailles à mener. Mais pour la première fois depuis le début de tout cela, elle ne se sent pas seule dans le combat. Au lever du jour, projetant de longues ombres dans les couloirs vides de l'école, le monde de Mademoiselle Harper est sur le point de se briser. L'enseignante autrefois respectée découvrira bientôt à quel point les vagues de la justice peuvent tourner rapidement lorsqu'une communauté s'unit contre l'injustice. Mademoiselle Harper est seule dans la salle des professeurs, son sanctuaire autrefois animé devenu une île déserte. L'arôme du café fraîchement préparé flotte dans l'air, un contraste saisissant avec l'amertume qui imprègne ses pensées. Ses collègues passent en hâte, leur silence plus accablant que n'importe quel mot. Le conseil scolaire a lancé une enquête formelle sur la conduite de Mademoiselle Harper. Les enquêteurs débarquent à l'école, fouillant des années de dossiers et interrogeant des élèves passés et présents qui témoignent de mauvais traitements et de négligence. Au fil des jours, Mademoiselle Harper sent les murs se refermer sur elle. Chaque nouvelle pièce de preuve, chaque témoignage accablant, érode sa façade soigneusement construite. Le poids de ses actions pèse sur elle, rendant difficile de respirer dans cette atmosphère suffocante de suspicion et de jugement. L'enquête révèle un schéma de comportement qui choque même les observateurs les plus sceptiques. Les rapports d'observation en classe, les plaintes des élèves et les évaluations de performance brossent un tableau accablant du mandat de Mademoiselle Harper. Les parents qui avaient soulevé des inquiétudes par le passé se sentent enfin entendus, leurs témoignages s'ajoutant à l'amoncellement de preuves. Le syndicat des enseignants se trouve dans une position précaire, tentant d'équilibrer leur obligation de garantir une procédure régulière avec les preuves accablantes contre Mademoiselle Harper. Les représentants du syndicat tiennent des réunions tendues avec les administrateurs scolaires, tentant de naviguer dans cette situation délicate. À mesure que l'enquête touche à sa fin, la tension dans l'école atteint son paroxysme. Les élèves murmurent nerveusement dans les couloirs, tandis que les parents exigent des mesures lors des réunions du conseil et inondent la boîte de réception du principal de préoccupation. Le conseil scolaire se réunit en séance à huis clos, le poids de leurs décisions palpable dans l'air. Les heures passent tandis qu'ils délibèrent, pesant les preuves contre les potentielles conséquences de leurs actions. Dehors, une petite foule se rassemble, leur présence étant une demande silencieuse de justice. Lorsque le soleil commence à se coucher, le conseil émerge avec leur verdict. Mademoiselle Harper sera suspendue immédiatement, en attendant sa révocation. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre à travers la communauté, un moment de vindication pour certains, et un rappel sobre de combien de temps des abus peuvent rester impunis pour d'autres. Alors que Mademoiselle Harper vide son bureau, les projecteurs s'élargissent, éclairant des problèmes plus vastes au sein du district scolaire. Des questions émergent sur la manière dont un tel comportement a pu persister si longtemps, et quels autres problèmes pourraient se cacher sous la surface. La chute de Mademoiselle Harper n'est que le début. Un règlement de compte approche, et tout le district scolaire se retrouvera bientôt sous microscope. Les conséquences de la suspension de Mademoiselle Harper déclenchent un audit complet des pratiques d'éducation spécialisée du district scolaire. Des auditeurs externes arrivent, convertissant une salle de classe en leur bureau temporaire, entourée de dossiers et de l'éclat des écrans d'ordinateur. À mesure que l'enquête progresse, elle met à jour des problèmes bien au-delà de l'incident initial. Les auditeurs découvrent un schéma de soutien insuffisant pour les élèves ayant divers handicaps, une mise en œuvre incohérente des aménagements, et un manque critique de formation pour les enseignants en matière de pratiques d'éducation inclusive. Les parents regardent anxieusement l'équipe d'audit travailler, leur présence étant un rappel constant de la surveillance en cours. Les conversations lors des réunions de l'appel et dans les files d'attente lors de la sortie de l'école bourdonnent de spéculations sur d'autres révélations qui pourraient surgir. Lucas se tient à l'avant de sa nouvelle salle de classe, un sourire timide sur son visage. L'odeur de la craie et des crayons fraîchement taillés emplit l'air, mais tout le reste semble différent.
Disparu est la terreur étouffante qui l'avait envahi à l'idée de l'école. À sa place, un optimisme prudent grandit. Mademoiselle Roberts, sa nouvelle enseignante, s'approche avec un sourire chaleureux. « Prêt pour ta première journée, Lucas ?» demande-t-elle doucement. Lucas hoche la tête, ses doigts se serrant autour des bretelles de son sac à dos. Les blessures causées par la cruauté de Mademoiselle Harper ne sont pas entièrement guéries, et la confiance reste difficile à retrouver. Mais au fur et à mesure de la journée, Lucas se retrouve entouré d'un soutien sans précédent. Mademoiselle Roberts a collaboré avec l'équipe d'éducation spécialisée pour créer un plan d'apprentissage personnalisé pour lui. Lorsqu'il rencontre des difficultés en mathématiques, un assistant d'enseignement apparaît discrètement, offrant des conseils patients sans attirer l'attention sur ses difficultés. Pendant le temps de lecture, Mademoiselle Roberts remet à Lucas une tablette avec un logiciel spécialisé pour la dyslexie. Pour la première fois depuis des années, il prend plaisir à lire une histoire, la frustration des lettres mélangées s'effaçant enfin. Malgré ces changements positifs, l'ombre de ses expériences passées persiste. Lorsque Mademoiselle Roberts élève la voix pour attirer l'attention de la classe, Lucas sursaute, son cœur battant à toute vitesse, les souvenirs de Mademoiselle Harper revenant en force. Il prend de profondes respirations, se rappelant qu'il est en sécurité maintenant. Au fil des semaines et des mois, les progrès de Lucas sont constants. Le conseiller scolaire travaille régulièrement avec lui, utilisant des techniques basées sur la compréhension des traumatismes pour l'aider à traiter ses expériences. Peu à peu, Lucas commence à participer davantage en classe, sa voix devenant plus forte à chaque bonne réponse. Le véritable test survient avec un projet de groupe. Les anciennes angoisses de Lucas ressurgissent, mais à mesure que son groupe se rassemble, il se retrouve à contribuer. Sa perspective unique apporte de la profondeur à leur projet, ce qui surprend tout le monde, lui y compris. Le jour de la présentation, Lucas se tient devant la classe, sa voix hésitante au début. À mesure qu'il parle de surmonter les défis, une confiance nouvelle émerge. Les applaudissements de ses camarades sont sincères et enthousiastes. À la fin de l'année scolaire, les changements chez Lucas sont indéniables. Ses résultats se sont améliorés, et l'éclat dans ses yeux est revenu. Il interagit davantage avec ses pairs et se porte même volontaire pour aider les élèves plus jeunes en difficulté. La transformation de Lucas commence à inspirer d'autres personnes au-delà de son école. Les éducateurs locaux cherchent à tirer parti des interventions qui l'ont aidé à s'épanouir. Son parcours devient un témoignage puissant de l'importance de l'éducation inclusive et du soutien adéquat pour les enfants ayant des troubles d'apprentissage. À l'approche de l'été, Lucas attend la prochaine année scolaire avec enthousiasme plutôt qu'avec crainte. Il n'a pas seulement survécu, mais il a commencé à s'épanouir, son esprit résilie face à l'adversité. Son histoire continuera à inspirer d'innombrables autres personnes confrontées à des luttes similaires. Alors que la foire scientifique fourmille d'activités, le cœur de Mia se gonfle de fierté. Ses yeux suivent Lucas qui guide les visiteurs à travers son exposition, expliquant des concepts complexes avec aisance. La transformation est remarquable. Le garçon timide d'autrefois est désormais un jeune homme débordant d'enthousiasme pour l'apprentissage. Les réformes du district scolaire commencent à donner des résultats positifs au-delà des histoires de réussite individuelle. Les enseignants, initialement sceptiques, adoptent maintenant les nouvelles politiques inclusives avec un enthousiasme croissant. Les couloirs résonnent de rires et de discussions animées, les élèves de toute capacité collaborant sur des projets et des présentations. Lucas et sa famille sont au cœur de cette transformation éducative. Leur histoire de persévérance est devenue un catalyseur du changement. Les parents d'enfants ayant des troubles d'apprentissage, autrefois isolés, se trouvent désormais au sein d'une communauté dynamique et solidaire. Alors que la foire scientifique touche à sa fin, Lucas monte sur scène dans l'auditorium. Mia retient son souffle, se souvenant du garçon timide et traumatisé qui peinait à parler plus fort qu'un murmure. Mais lorsque Lucas commence à partager son parcours, sa voix résonne, claire et forte. Il parle des jours sombres sous Mademoiselle Harper, de la peur et de la honte qu'il avait autrefois envahi. Mais il parle aussi d'espoir des enseignants qui ont cru en lui, des camarades qui l'ont soutenu, et d'un système scolaire qui s'est transformé pour garantir à chaque enfant la chance de s'épanouir. Alors que les mots de Lucas enveloppent le public captivé, Mia comprend que ce moment représente plus que le triomphe personnel de son frère. Il marque un tournant dans l'éducation, où l'inclusion devient une réalité vécue. En voyant son frère se tenir droit sous les projecteurs, elle ose imaginer un avenir où chaque enfant, quel que soit son défi, peut trouver sa voie et sa place dans le monde.